doctorat à l'UQAM avec Magda Farney sous la codirection de Karine Hébert. Et le titre provisoire de la thèse est Emparons-nous du sol, chômage, retour à la terre et aménagement du territoire durant la Grande Dépression au Québec. Et je suis très content de voir dans les informations que Jean-Philippe m'a envoyées que le dépôt approche à grands pas. Si je ne me trompe pas, tu comptes déposer en mai, le mois Ouais, prochain? ben j'aimerais ça, ouais. C'est super. Et la conférence qu'il va livrer aujourd'hui porte justement sur un chapitre tiré de cette thèse sur les conflits entre l'extension de la colonisation dans le nord-ouest québécois et les projets de réserve de castor. Et Jean-Philippe nous informe aussi qu'il est en attente des résultats de concours FRQSC pour un projet de postdoctorat intitulé Conservation, colonisation et colonialisme, les réserves de castor au Québec et en Ontario durant la première moitié du 20e siècle, qu'il aimerait faire avec Brian Gettler, présent dans la salle à l'Université de Toronto. OK, je vais me taire et Jean-Philippe, la parole est à toi. Merci. Je vais juste partager mon écran. Donc, j'espère que mon Internet va bien fonctionner. J'ai eu un peu de difficulté aujourd'hui. En tout cas, si jamais il y a des sections qui sautent, vous me direz, là, je répéterai. Avant, je voulais juste vous remercier de me donner la chance de présenter mes travaux. C'est la première fois que je présente mes recherches, mes recherches sur les réserves de castor, mais aussi en général sur les questions de conflit entre colons. Puis je suis vraiment content de pouvoir le faire avec vous. Donc, sans plus tarder. L'extrait qui apparaît à l'écran est tiré du journal de bord de Hugh Conn, fonctionnaire au département des Affaires indiennes et ancien employé de la Compagnie de la baie d'Hudson. Conn est depuis le nouveau Fuel Supervisor des projets de réserve de castor du Québec et de l'Ontario et voit à en assurer leur protection. La métaphore de l'envol qu'il emploie dans cette entrée du 23 décembre 1941, Our Birds Have Flown, fait référence au groupe de braconniers qu'il poursuit depuis quelques jours sur la réserve du Grand Lac Victoria et dont il vient finalement d'identifier le repère. These men certainly know they are poaching, note-t-il, because their camp is built on top of a hill away from the lakes. Vacant au moment de sa visite, il nous décrit l'état des lieux. This camp is the filthiest I have ever seen, and being so far away from water would not inconvenience this bird much, because all he would use it for would be drinking purposes. Alors qu'il s'apprête à partir avec assez de preuves pour incriminer les intrus, deux des oiseaux reviennent au nid. Conn, se faisant passer pour un trappeur, réussit à leur soutirer des détails sur leurs activités et le nom de leurs complices. Détenant toutes les informations nécessaires, il procède à leur arrestation. Le groupe de 4 braconniers, tous des colons du retour à la terre établis au Témiscamingue, est sommé de comparaître au palais de justice de Ville-Marie pour intrusion sur un territoire protégé et commerce illégal de fourrure. En plus des amendes, leurs camps, ainsi que tous leurs effets de chasse et de trappe sont également saisis. Au moment où se déroule cette arrestation, la réserve du Grand Lac Victoria est l'un des 5 projets de conservation du castor existants au Québec. Aux 2 premières réserves érigées par l'État québécois en 1928, celles d'Abitibi et du Grand Lac Victoria, s'ajouteront durant les années 30 celles de Péribonka, Old Factory et Nottoway. Mes recherches doctorales sur la crise et ses conséquences sur l'aménagement des territoires dits périphériques de la province m'ont surtout porté vers celles d'Abitibi et du Grand Lac Victoria. Il faut dire que parmi tous les projets de conservation des fourrures, ce sont ces 2 réserves qui ressortent les plus affectées par ces transformations. En effet, si depuis la fin du 19e siècle, l'Abitibi-Témiscamingue connaît un assaut constant de colons euro-canadiens venus profiter de la découverte de gisements miniers, de l'expansion du chemin de fer et de l'arpentage de nouvelles terres à coloniser, la crise et les programmes étatiques de retour à la terre accélèrent ce mouvement. Pour les Algonquins de la région, ces migrations se traduisent par des pressions importantes sur les ressources fauniques et la perte de territoires de chasse et de trappe. Les réserves de castors ne sont pas épargnées par ces migrations. Au contraire, elles sont exposées aux intrusions, au braconnage, de même qu'à la perte d'une partie de leur territoire.
Comme d'autres épisodes de l'histoire du colonialisme de peuplement au Québec, celle des réserves de Castor expose ces tensions existantes entre la conservation et la protection des territoires d'un côté et l'extension de la société coloniale et son développement économique de l'autre. Au tournant des années 1940, ces deux réserves sont devenues pratiquement inopérantes. C'est cette histoire que je souhaite ici aborder. Mais d'abord, quelques mots sur le contexte entourant leur création. Les réserves de Castor ont deux grands objectifs. Elles agissent comme une politique de conservation de la ressource et visent à protéger les territoires de chasse et de trappe des communautés autochtones du Moyen-Nord. Leur création s'inscrit ainsi plus largement dans le contexte des mouvements préservationnistes et conservationnistes canadiens et à leurs conséquences dans l'accès à la faune et à la flore pour les Premières Nations. Au Québec, les retombées de ces mouvements sur les Autochtones, ce que Lisa Piper et John Sandlos qualifient d'impérialisme écologique, sont marquées par une rupture entre le 19e et le 20e siècle. Pour le 19e siècle, comme le suggèrent entre autres les travaux de Darcy Ingram et Toby Morans, les politiques de gestion du gibier auront eu des retombées limitées sur un certain nombre de communautés de la province. Le système de clobage, qui permet à l'État québécois de sous-traiter la surveillance de son territoire, est alors toujours en formation et touche donc peu les secteurs éloignés de ceux prisés par les chasseurs sportifs plus près des villes. Une certaine tolérance à l'égard des pratiques de subsistance des populations rurales et autochtones permet également de voir se poursuivre une économie domestique fondée sur la chasse, la pêche et la trappe. Jusqu'aux années 1890, ce sont surtout les communautés qui dépendent du saumon qui sont les plus affectées par ces nouvelles mesures visant à limiter les prises, le type d'engin et les accès aux rivières de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Avec le 20e siècle, les transformations de ces politiques s'accélèrent pour s'accorder davantage avec ce que l'historiographie a nommé l'éthique du sportsman. Le code légal de la province s'adapte ainsi pour assurer la protection des espèces prisées par ces élites urbaines et bourgeoises et se rallier à la conception qu'ils se font de la nature. Une conception qui vise notamment à mettre fin aux usages jugés primitifs qu'en font les populations rurales et autochtones et qui menacerait la disponibilité de cette lucrative ressource. À travers cette manipulation de la nature, s'efforçant de la rendre à la fois sauvage et civilisée, les conservationnistes procèdent dès lors à l'exclusion de ces communautés et à la criminalisation des usages de la faune à des fins marchandes et de subsistance. Parmi les interdits les plus significatifs pour l'économie domestique des familles autochtones, on trouve ceux touchant les espèces de gros gibier et les animaux à fourrure, dont le castor, frappé d'un moratoire à partir de 1895 et interdisant sa chasse, sa trappe et la revente de sa fourrure. D'abord d'une durée de 5 ans, ce moratoire sera renouvelé à plusieurs reprises jusqu'aux années 1940. Encore une fois, dans les années qui suivent son adoption, les communautés plus éloignées de l'écoumène euro-canadien sont peu affectées par ces nouvelles restrictions. Cette immunité est toutefois éphémère. Dès les premières décennies du 20e siècle, les cas d'arrestation et de judiciarisation pour des infractions à ce règlement se multiplient. Comme le moratoire ne prévoyait initialement aucune exception pour les communautés dépendant de cette ressource pour vivre, ses conséquences sur l'économie domestique des familles deviennent rapidement une préoccupation pour les autorités en mesure de faire porter ces questions devant les législateurs provinciaux. Ces autorités, ce sont principalement les Affaires indiennes et la CBH. Le rôle que seront appelées à jouer ces deux institutions dans les politiques de conservation provinciales pourrait faire l'objet d'une longue analyse. Disons simplement que durant les premières décennies du 20e siècle, la marginalisation et la criminalisation des Autochtones découlant de ces politiques vont alimenter une part significative de la correspondance entre les Affaires indiennes, la CBH et le gouvernement provincial. La conservation du castor et de la faune plus largement sert dès lors d'exemple pour observer les contradictions au cœur des préoccupations des Affaires indiennes et de sa politique à l'égard des Autochtones. Je suggère de les regrouper sommairement en 3 grandes catégories, soit bureaucratique, constitutionnel et assimilationniste. Bureaucratique d'abord parce que le département des Affaires indiennes est avant tout guidé par le souci de l'économie et cherche autant que possible à limiter la dépendance des communautés envers son assistance. En conservant des droits relatifs à la chasse, la pêche et la trappe, les communautés pouvaient poursuivre ces pratiques qui, comme l'écrit le surintendant Duncan Campbell Scott, offraient à l'Autochtone an opportunity to maintain himself and those dependent on him. La protection de ces droits devient donc un objectif poursuivi par les Affaires indiennes afin d'éviter l'extension de son assistance à certaines communautés en mesure de s'autosuffire par ces pratiques. Cet enjeu économique laisse toutefois rapidement place à l'impasse constitutionnelle
dans laquelle se trouve la question des relations des Autochtones à la faune, à la flore et au territoire. Après tout, même si ces lois et leurs effets sur les communautés entrent parfois en contradiction avec les intérêts d'Ottawa, ce sont les prérogatives des provinces et les affaires indiennes n'entendent pas les contester. Se joue alors une joute politique au cœur de laquelle les intérêts des Premières Nations sont oubliés. Comme le résume Toby Morans, Understandably, Indians were beyond the bureaucratic interests of Quebec, yet fell totally under the heavy hand of their legislation restricting hunting and trapping. The federal government, despite its fiduciary trust, then as now, was reluctant to intercede on behalf of the Indians, abandoning them to adjust as best as they could to the Quebec legislation. La troisième grande préoccupation des affaires indiennes est celle du projet d'assimilation des Autochtones à la société canadienne. À cet égard, cette politique s'accorde avec certains objectifs du mouvement de conservation, visant à substituer à ces usages jugés primitifs et rudimentaires des ressources naturelles des pratiques plus modernes, scientifiques et civilisées. Les fonctionnaires du département ne sont donc pas insensibles au projet de conservation. Plusieurs y adhèrent et s'en font même les porte-parole à l'échelle du pays. We shall be glad, écrit toujours Scott, au sous-ministre responsable de la chasse et de la pêche à Québec, to cooperate with you fully in every way that we can, with a view to the control of the Indians in the interest of conservation of the wildlife. Si les réserves de castors vont offrir une solution pour concilier ces trois grandes préoccupations, on compte un autre facteur important dans le choix d'avoir recours à cette approche, celui de l'extension de la colonisation dans le Moyen-Nord québécois. L'apparition du chemin de fer dans les années 1910 et l'ouverture de nouveaux foyers de peuplement dans la région va faciliter l'accès au territoire pour les chasseurs et trappeurs euro-canadiens, profitant de l'abondance du gibier pour gagner leur vie ou pour se nourrir en comblant des revenus agricoles ou forestiers insuffisants. La perte de terre qui caractérise cet épisode du colonialisme de peuplement s'accompagne ainsi de pressions grandissantes sur les ressources. En Abitibi-Témiscamingue, cette compétition dans l'accès au territoire de chasse et de trappe se traduit par des conflits d'usage entre Euro-Canadiens et Autochtones. Je viens ici vous demander si vous pourriez me dire si je pourrais empêcher un autre de chasser sur mon terrain, écrit Pierre Jocko, un chasseur Anishinaabe des environs du lac Basketong en décembre 1919. Il poursuit que depuis que je suis capable de chasser, que je chasse toujours sur le même terrain, et puis il y a d'autres personnes qui viennent prendre leur terrain que j'ai toujours chassé, et ils me disent qu'ils ont le droit du gouvernement pour chasser sur ces terrains. Les intrus, note Pierre Jocko, devraient pourtant être avertis qu'ils ne chassent pas sur les terrains des autres. Le terrain auquel fait référence Jocko n'est pas à proprement parler sa propriété. Il s'agit d'un territoire de trappe familiale sur lequel il peut, en vertu d'une convention partagée avec les autres Anishinaabe de ce territoire, y chasser le gros gibier et trapper les animaux à fourrure. Au tournant des années 1920, ce système au cœur de l'organisation sociopolitique algonquienne est répandu à l'échelle de tout le Moyen-Nord québécois. S'il contribue à harmoniser les relations entre les familles dans un contexte de compétitivité pour la ressource, il repose toutefois sur un principe important, celui du respect de cette convention. Devant les nombreuses intrusions d'Euro-Canadiens étrangers à ce système de partage des territoires de chasse, celui-ci va se révéler inefficace. Rapidement, ces transgressions se soldent par des conflits entre les deux camps et forcent les autorités à intervenir. Les trappeurs blancs, écrit l'Oblat Étienne Blanchin, poussent l'effronterie jusqu'à chasser et même s'établir sur des terrains occupés depuis longtemps par des Indiens. L'hiver dernier, 2 individus ont pénétré avec effraction dans la cabane d'un Indien, se sont emparés d'un poêle, d'une bonne quantité de provisions et de pièges. Le pauvre homme a été obligé de perdre un temps considérable pour revenir au village et acheter de nouveau ce qu'on lui avait enlevé. La situation s'aggrave assez pour qu'en 1926, les affaires indiennes soient forcées de faire intervenir la GRC pour enquêter sur une dizaine de dénonciations d'actes violents ou de vandalisme commis par des trappeurs blancs à l'endroit de membres de la bande Abitibi. White trappers breaking into our camps and taking our furs and other belongings, peut-on lire dans le témoignage contenu dans l'un de ces rapports. Certains de ces intrus vont jusqu'à menacer les Algonquins. I've been trapping for many years around Island Falls and got along fine with other Indians. Till last winter, when a white man came and deliberately started in my trap line. He told me if I showed myself again, that he'd shoot me. I have a family and trapping is my only means of living.
La multiplication de ces conflits et la menace que posent ces pratiques pour la conservation de la ressource vont finir par convaincre les autorités de l'urgence d'agir. À l'été 1927, une délégation de Redmen of Northlands, accompagnée du père Guénard, un oblat, se rend à Québec pour demander au gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau d'adopter des mesures de protection de leur territoire. Ironie du sort, Taschereau étant absent, la délégation est plutôt reçue par le ministre de la Colonisation, Joseph-Édouard Perrot, qui s'engage tout de même à porter ce dossier auprès de son gouvernement et des Affaires indiennes. Cette occasion se présente en janvier 1928, lors d'une conférence qui se tient à Ottawa entre le département et les ministres responsables de la gestion de la faune dans les provinces. La solution, privilégiée par les conférenciers, est d'adopter a policy of setting aside, as far as practicable, in unsettled regions, certain suitable and reasonable areas whereon Indians only may be allowed to trap. À Québec, le gouvernement de Taschereau va donner suite à cette résolution, en adoptant le 28 avril 1928 le décret numéro 685 qui crée 2 réserves de chasse au Québec. La première, dite réserve de l'Abitibi, sera située au nord de la Sarre, alors que l'autre, du Grand Lac Victoria, se trouve à la frontière de l'Outaouais et de l'Abitibi. À l'intérieur de ces 2 territoires, et je cite le décret, les Indiens seuls pourront y faire la chasse aux animaux à fourrure. La création de ces 2 réserves constitue un tournant important dans la politique de conservation de la nature au Canada. Elle sert de modèle que les Affaires indiennes et la CBH s'emploient à publiciser. After very carefully considering the whole situation in Canada, soutient McInnes, secrétaire du département en 1936, we are firmly of the opinion that the only hope of conserving the fur bearers of the country is to confine the right of hunting and trapping them to the Indians. Pour les autorités, les Autochtones sont en effet perçus comme des conservateurs mus by a natural instinct to their crop of fur for years ahead. Une telle approche concorderait donc avec les objectifs plus larges du mouvement conservationniste au pays, faisant des Autochtones des acteurs de ce projet libéral d'administration des ressources naturelles, pour reprendre l'expression de Stéphane Castonguay et Darren Kinsey. En plus de ces avantages du point de vue de la conservation, ces réserves permettent de conjuguer les grandes préoccupations du département, à savoir le maintien de relations cordiales avec la province et l'indépendance économique des Autochtones. Si cette dernière préoccupation peut paraître incompatible avec celle visant à sédentariser ces communautés et les intégrer à l'économie de marché, le surintendant Duncan Campbell Scott justifie ainsi ce choix. It should be understood that the department only desires special hunting privileges for Indians in the outlying districts where other sufficient employment is not available. In the settled and organized localities, the department affords the Indians ample opportunity for agricultural and industrial pursuit and discourage them from dependence on the chase. La création des réserves de castors concorde avec la fin de la décennie et la menace qui plane sur l'économie canadienne. La terrible crise économique dans laquelle le Canada est plongé dès 1930 s'accompagne d'une série de mesures adoptées par le gouvernement de R.B. Bennett afin de lutter contre le chômage. Au Québec, l'une des solutions privilégiées pour faire face à cette crise est le retour à la terre. Dès l'automne 1930, et de manière plus marquée à compter de 1932, de nombreux incitatifs encouragent les chômeurs à entreprendre cette migration vers les territoires de colonisation. Parmi les régions les plus touchées par le retour à la terre, on trouve l'Abitibi-Témiscamingue. Entre 1931 et 1941, la population de la région fait plus que quadrupler, passant d'environ 24 000 à 106 000 personnes. En 10 ans, la superficie des terres défrichées va doubler, alors que le nombre de fermes croît d'un peu plus de 3 700 à près de 10 000. Pour soutenir cet essor de l'agriculture, 42 nouvelles paroisses sont ouvertes entre 1932 et 1940. Pour les quelques 42 000 colons qui s'établissent dans la région, pour la plupart d'anciens chômeurs, la forêt à proximité de la ferme offre de nombreuses ressources pour survivre sur la terre. Durant l'hiver, les animaux à fourrure sont particulièrement prisés pour leur peau, qui servent de revenus d'appoint aux ménages. Cette extension des foyers de peuplement accentue dès lors les pressions sur les ressources naturelles et affecte davantage les capacités des Algonquins à tirer de la nature leurs moyens de subsistance. Les réserves de castors, créées quelques années plus tôt, ne sont pas épargnées par ces pressions. Par l'abondance du gibier qu'on y retrouve, elles deviennent rapidement prisées par les colons et autres Euro-Canadiens.
Pour démontrer leur pertinence, les réserves de castors doivent donc être en mesure de résister à ces intrusions et ce braconnage. Sous sa forme originale, le décret de 1928 créant les réserves ne prévoit aucun mécanisme de surveillance, ni n'offre de détails quant à la judiciarisation des infractions qui s'y commettraient. En principe, comme elles sont érigées sur des terres provinciales, seul l'État québécois possède les pouvoirs de les faire respecter. Estimant avoir déjà fait les concessions nécessaires en les érigeant, Québec refuse d'assumer les coûts de cette protection. Avec un service de chasse et de pêche déjà fragilisé par l'augmentation des activités de braconnage qu'entraîne la crise, ces réserves tombent bien bas dans la liste des priorités des gardes-chasse du district. Du côté des affaires indiennes, sa participation est également ralentie par des préoccupations financières. Toutefois, les fonctionnaires évoquent plutôt la question des conflits de juridiction pour justifier cette inaction, les capacités coercitives d'Ottawa sur les terres provinciales se limitant en effet au territoire officiellement cédé par cette dernière et érigé en réserve fédérale. La solution que trouveront les autorités fédérales et provinciales à ces impasses relève donc du compromis. Un compromis qui se révèle rapidement inefficace. Dans les 2 années qui suivent l'adoption du décret, l'enthousiasme à l'égard des réserves de castors fait donc place à la désillusion. Plaintes et rapports continuent d'affluer au département dans lesquels on dénonce la poursuite d'intrusions de trappeurs et de chasseurs euro-canadiens sur les réserves. A reservation is of no avail so long there is no man to protect Indians against white trappers, se plaint toujours le père Blanchet en avril 1929. Il faut dire qu'au-delà de l'adoption du décret et du tracé de ces réserves, la décision administrative est passée grandement inaperçue sur le terrain. Aucun affichage n'a été effectué pour délimiter les frontières de ce territoire et aviser intrus et braconniers des infractions auxquelles ils s'exposeraient en y mettant les pieds. Devant la multiplication de ces plaintes et de ces pétitions, des pourparlers sont entamés entre les affaires indiennes et le gouvernement provincial. De ces discussions vont émerger un système de surveillance mixte composé d'agents de la GRC et d'agents provinciaux de la faune, de même que de 2 gardes-chasse autochtones pour chaque réserve, tout en poursuivant leurs activités de chasse et de trappe, sont embauchés pour relever et dénoncer les activités illégales qui s'y commettent. C'est Ottawa qui assumera la facture des salaires de ces gardes et les frais encourus par les patrouilles. Quant à elle, la province fera distribuer des insignes de garde-chasse aux Anishinabes sélectionnés et fournira agents et équipements lors des patrouilles. On prévoit également de quadriller les pourtours des territoires d'affiches informant des limites des réserves et de l'illégalité de les transgresser. Jugé comme économique, efficace et respectant les prérogatives provinciales, le système obtient immédiatement l'aval des autorités. À la fin de l'été 1931, les premières affiches apparaissent aux limites des réserves. Durant toute la décennie, c'est cette petite équipe mixte qui sera responsable de maintenir à distance les intrus et les braconniers. L'essentiel des arrestations effectuées sur les réserves suit la séquence suivante. Les gardes, qui sont informés de la présence d'intrus par des trappeurs Anishinabes, transmettent les détails de ces infractions à la GRC qui en informe ensuite les affaires indiennes. Si le surintendant le juge à propos, des agents provinciaux sont alors déployés et une patrouille du territoire ciblée par la plainte est organisée afin de procéder à l'arrestation des contrevenants. Cette série d'étapes, combinée à la taille des réserves, de même qu'à la ruse et la connaissance que certains braconniers ont de ces territoires, vont rendre négligeable le nombre de cas judiciarisés durant la décennie. Lorsque des intrus sont finalement arrêtés, le manque de preuves et des conflits de juridiction vont limiter davantage l'efficacité de ce système de surveillance. Pour illustrer ces limites, prenons le cas des 2 premières arrestations effectuées sur la réserve du Grand Lac Victoria. À l'automne 1932, une enquête est ouverte au sujet d'un white trapper by the name of Don Tiney qui aurait établi un camp sur la réserve. Don Tiney, Adélard de son prénom, est un braconnier surveillé depuis quelques années par les autorités provinciales pour ses activités illégales dans la région, dont celles qu'il mène sur le territoire de la réserve de Castor. Sans preuve valable, les gardes provinciaux n'auraient toutefois pas été en mesure de procéder à son arrestation. Or, dans les semaines qui précèdent l'ouverture de l'enquête, Don Tiney aurait commis un faux pas. Arrêté pour le vol d'un magasin à Amos, il est jugé coupable et condamné à 2 mois de détention à la prison de Bordeaux. Pour les autorités provinciales, il s'agit de circonstances idéales pour localiser son camp, érigé sur la réserve et saisir ses effets de trappe et ses pots comme preuve pour l'incriminer. C'est le caporal Chamberlain de la GRC à Amos qui est responsable de traiter la demande
et d'informer ses supérieurs de son intention de faire mener une patrouille par le garde de la réserve, Frederick Jackson, afin d'obtenir la localisation du camp et ainsi procéder à l'arrestation de Donttigny as soon as he set foot upon the hunting preserve. Le mandat d'arrestation contre le braconnier émis en février 1933 permet au constable Dubuc de procéder à son arrestation à son camp, situé sur le lac d'Essel, partie de la rivière des Outaouais qui se trouve à l'intérieur des limites de la réserve du Grand Lac Victoria. Le rapport que produit l'agent de la GRC décrit Donttigny comme un trappeur de métier et sans domicile fixe. Il aurait établi son camp avant l'érection du territoire en réserve et poursuivi depuis des activités de trappe d'animaux à fourrure, tout en étant in the habit of taking parties of tourists out on hunting and fishing trips et acting as a guide. Un camp, construit à côté du sien, servait spécialement à héberger les sportsmen à qui il offrait ses services. Mais l'arrestation n'apporte pas le nombre de preuves incriminantes prévues. Informé du mandat émis contre lui, Donttigny se serait dépêché d'aller vendre ses peaux avant la visite des officiers, réduisant ainsi considérablement le volume perquisitionné au moment de son arrestation. Le 27 mars, le détenu est sommé de comparaître devant Nelson Pinder, juge de paix de Rouen, et fait face à des accusations de trappe et de commerce de fourrure sans permis pour lesquels il plaide coupable. Incapable de payer l'amende qui s'élève à 100 $, Donttigny est emprisonné à Amos le 28 mars pour une durée de 6 mois. Toutes les fourrures saisies pourront être vendues au profit de la province. On prévoit le tenir sous surveillance au moment de sa libération à l'automne 1933, afin qu'il ne retourne pas à son camp sur la réserve. Ce récit de l'arrestation de Donttigny masque toutefois plusieurs échanges entre les affaires indiennes, la GRC et les autorités provinciales entourant la juridiction de la réserve. Des questionnements émergent d'abord du constable Chamberlain quant au chef d'accusation apporté contre l'accusé. Doit-il y ajouter celui d'intrusion et de chasse illégale sur une réserve indienne? La réponse de son supérieur est catégorique. Please advise Caporal Chamberlain not to prosecute Donttigny under Section 115 of the Indian Act for trespass on the Grand Lake Victoria and the Indian Hunting Reserve. Suivant cette interprétation, seuls des délits liés aux lois provinciales de la chasse pourraient justifier une arrestation. Aux affaires indiennes, on interprète différemment la situation. Pour le secrétaire A.F. Mackenzie, les deux territoires devraient être considérés comme des réserves en vertu de la loi sur les Indiens et des charges pour intrusion portées contre les braconniers. Bien que j'ignore pourquoi, c'est cette interprétation qui va finalement prévaloir sur celle de la GRC et être transmise aux agents afin de l'appliquer aux prochaines arrestations sur les réserves. Cette seconde occasion ne se présente toutefois qu'à l'automne 1934. En décembre, toujours suite à une plainte du garde Frederick Jackson, le constable Charon de la GRC, assisté de l'agent provincial René Lévesque, procède à l'arrestation de 2 braconniers trappant dans le secteur du lac au Boulot, sur la réserve du Grand Lac Victoria. L'un, Léopold Dupuis, est identifié comme un trappeur de Cochrane en Ontario, alors que l'autre, Emery Gargano, est originaire de la Chine. Les 2 hommes qui comparaissent devant le juge Hood au palais de justice d'Amos le 20 du mois sont reconnus coupables d'avoir enfreint l'article 115 de la loi sur les Indiens, c'est-à-dire d'avoir occupé et chassé illégalement sur le territoire d'une réserve indienne. Étant donné la pauvreté des 2 accusés, ils sont emprisonnés 6 jours pour ne pas avoir payé une amende de 5 $, et les coûts occasionnés par cette patrouille, le magistrat consent à ce que les articles de chasse et les fourrures confisquées d'une valeur de 119 $ soient saisis et revendus au bénéfice de la province. L'arrestation de Gargano et Dupuis ne s'arrête toutefois pas avec ce verdict de culpabilité. Dans les semaines qui suivent la saisie des articles, le choix d'avoir eu recours aux clauses de la loi sur les Indiens pour les incriminer est encore une fois questionné. Comme ces territoires ne seraient pas des réserves au sens de la loi fédérale, l'accusation serait irrégulière. The area known as Grand Lac Victoria Reserve, écrit le secrétaire des Affaires indiennes, T. McInnes, dans son rapport sur le dossier, is not an Indian reserve, but is merely a territory designated by the province in which the Indians were given the exclusive right to hunt fur. Our view, accordingly, is that the prosecution was improperly laid under the Indian Act and should have been laid under some provincial statutes, just as would have been done in the case of a person taking game from a preserve held by any individual, club or company. Comme les intrus étaient propriétaires d'une licence de trappe et qu'ils n'ont commis aucune infraction aux lois provinciales, la poursuite doit donc être entièrement abandonnée et les articles confisqués retournés à leurs propriétaires.
Ces 2 premières arrestations effectuées sur la réserve du Grand Lac Victoria exposent ainsi toute la fragilité de leur système de surveillance. En plus de ressources humaines et budgétaires limitées, s'ajoutent des restrictions quant aux capacités de judiciariser les infractions commises sur celles-ci. Comme aucune clause liée à ces intrusions n'est contenue dans la loi provinciale avant 1937, seules les infractions commises aux périodes, engins, limites et usages du gibier pourront justifier une arrestation. Durant toute la décennie, on relève ainsi moins d'une arrestation par année qui va mener à des procédures judiciaires reliées à des cas de braconnage et d'intrusion sur les 2 réserves de castors. Ces statistiques, loin de démontrer une absence d'infraction, témoignent plutôt d'un système inadéquat pour répondre aux besoins de surveillance de ces territoires. Tout au long de la décennie, malgré que ce système fasse constamment l'objet de plaintes, le département va refuser d'investir les ressources nécessaires pour l'améliorer. Il faut dire que durant la première moitié du 20e siècle, les affaires indiennes poursuivent l'objectif d'assurer l'autofinancement de l'assistance et de la protection offerte aux Autochtones grâce à la vente de terres ou l'exploitation des ressources naturelles sur les réserves. En administrant prudemment les terres et les ressources des communautés, comme l'écrit Mark Kohlberg, le département could generate significant sums of cash for them on a regular basis, rendering them practically independent of government assistance. Devant l'impossibilité de tirer de tels revenus des réserves de castors et l'obsession du département pour l'économie budgétaire, ce système inefficace de surveillance va se maintenir jusqu'à l'automne 1940, alors qu'il est remplacé par celui des lignes de trappe, également appelé système de dénombrement ou Tallyman Scheme. Bien que le système des lignes de trappe repose toujours sur une surveillance du territoire par des trappeurs autochtones, ce sont des tallymen et non plus des gardes qui servent d'intermédiaires pour rapporter les actes illégaux commis sur les réserves. Les dénonciations sont ensuite retenues par le Fuhr Supervisor du département, Hugh Conn, qui procède avec le support des agents provinciaux et fédéraux à la patrouille et à l'arrestation de braconniers. Les chasseurs Anishinaabe sont également sollicités pour fournir au département et à la province des statistiques permettant de documenter la santé des populations de castors. Bien qu'aucun salaire ne soit prévu pour les tallymen, adhérant à ce système que Conn qualifie de coopératif, le département leur verse des compensations sous la forme de bons échangeables auprès de marchands. Même s'il témoigne toujours d'un souci d'économie budgétaire, le système des lignes de trappe va se révéler rapidement supérieur. I think they won't be back, écrit René Lévesque, le garde-chasse provincial, en parlant des intrus et du nouveau système. Because it is getting known that we have started a war on these poachers. That this system is more efficient than the previous method, écrit quant à lui Conn, un an après la création du nouveau système, is I think proven by the fact that we have secured one more conviction to date than during the previous 12 years that this territory has been under our control. Pourtant, si le nouvel appareil de surveillance brille par sa supériorité, la démonstration de sa capacité coercitive est toujours à faire. While Quebec has turned these areas over to us and we have to police and protect them from poachers, ajoute-t-il, there is no setup under federal law to prosecute the offenders. We must proceed under the provincial game law and are exposed to all the local politicians whose influence is sought every time an offender is caught. Malgré ces avantages, le nouveau système n'a pas corrigé le problème central derrière la protection de ces réserves, celui lié à leur statut légal et leur juridiction. Cet exposé sur les réserves de castors et leurs mécanismes de surveillance laisse de nombreuses questions en suspens. Notamment, il y aurait beaucoup à dire sur les gardes autochtones qui sont embauchés, le rôle qu'ils jouent dans la conservation des ressources, de même que celui d'intermédiaire entre les affaires indiennes et les communautés, ainsi que sur leur relation avec ces Euro-Canadiens interpellés pour braconnage ou intrusion sur les réserves. Et justement, que dire de l'histoire de ces contrevenants, leur provenance, la manière dont ils ont recours à ces pratiques pour subvenir à leurs besoins, la perception qu'en ont les autorités qui les jugent comme des êtres primitifs, non civilisés. À ces nombreuses pistes de réflexion potentielles s'ajoute l'importance de réfléchir à la manière dont cette histoire des réserves de castors nous éclaire sur le phénomène plus large du colonialisme de peuplement au Québec. En effet, et je conclurai sur cette question, l'assaut continu que connaissent les réserves par les colons, les chasseurs et les trappeurs euro-canadiens n'est pas qu'imputable à son système de surveillance. Leur intégrité est plus fortement menacée par le contexte économique et le retour à la terre qui caractérise les années 30 et qui structure la logique d'appropriation des terres dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. L'exemple le plus frappant est celui de la réserve d'Abitibi,
où, à compter du milieu de la décennie, se pose le problème de la colonisation de son territoire. There is marked evidence which indicates the fur-bearing animals are plentiful throughout the district. Peut-on lire dans un rapport produit par un agent de la GRC en avril 1937. But I am in receipt of recent and first-hand information to the effect that some 300 settlers with their families have been established within the southwest boundary of this reserve. The last few years, therefore, it will become more and more difficult as time goes to enforce the game laws on this reserve if the boundaries remain where they are. De tels rapports vont se multiplier à l'été et à l'automne suivant, alarmés et craignant que cette perte de territoire n'affecte les capacités des Algonquins à s'autosuffire, les affaires indiennes se tournent vers le gouvernement provincial pour faire cesser ce peuplement. Québec voit toutefois la situation bien différemment. En effet, à compter de la seconde moitié de la décennie, la popularité du retour à la terre a encouragé l'État provincial à multiplier ses activités de reconnaissance et d'arpentage des terres de la province. Les comtés situés au nord du chemin de fer transcontinental, et dont certains se trouvent à l'intérieur des limites de la réserve d'Abitibi, ne sont pas épargnés par cette appropriation du territoire. Après tout, écrit Charles Frémont, fonctionnaire au ministère de la Colonisation, dans une lettre au surintendant Harold McGill, en érigeant ces réserves en 1928, le gouvernement Taschereau faisait une faveur aux Algonquins et ne pouvait entrevoir la crise et le projet d'expansion coloniale qui s'ensuivrait. Cette appropriation, j'ai oublié de changer une diapo. Cette appropriation d'abord spontanée des terres de la réserve de Castor d'Abitibi devient rapidement officielle. Le 23 février 1938, un décret est adopté par le gouvernement de Maurice Duplessis lui retirant 1300 km² de terres jugées, et je cite, comme propres à la colonisation. L'objectif, souligne le décret, je cite encore, est de permettre aux colons et au public d'y faire la chasse aux animaux à fourrure, et ainsi de poursuivre légalement ces activités essentielles à l'économie domestique. Avec la soustraction de près d'1/8 de son territoire, la réserve va rapidement devenir, dans les mots de Conn, « the least attractive of our fur projects ». Les arguments mobilisés par Québec pour justifier la colonisation de la réserve d'Abitibi sont similaires à ceux déployés, à peu près au même moment, pour ériger une réserve de chasse et de pêche le long de la nouvelle route Mont-Laurier-Sainte-Terre, fragmentant en deux la réserve du Grand Lac-Victoria. Dans la lettre que le sous-ministre Louis-Arthur Richard soumet aux Affaires indiennes pour les informer de ce projet à l'automne 1939, il souligne « When creating this reserve, the government of the province never undertook to maintain it permanently as such. It implicitly kept the right to abolish the reserve, to extend or to diminish it, according to the economic exigencies of the province. The construction of the Mont-Laurier-Sainte-Terre Highway, which could not be foreseen 10 years ago, completely changed this question in all its aspects. The province must now endeavor to obtain the best possible benefits from every point of view from a road which will be most useful and which has entailed great expense. » Le 1er décembre 1940, un décret est adopté par le gouvernement d'Adélard Godbout pour officialiser le redécoupage de la réserve. Le tracé de la route Mont-Laurier-Sainte-Terre, de même qu'une bande riveraine de 10 000, sont officiellement retirés de la réserve du Grand Lac-Victoria. Au sein de cette partie, et je cite le décret, les Indiens n'y pourront jouir d'aucun privilège spécial. Avec cette réserve, ce sont plutôt les sportsmen qui pourront jouir de ces territoires reconnus, encore aujourd'hui, comme un véritable moose country. L'expérience des réserves de Castor durant la crise aura contribué à exposer les tensions entourant la protection de ces territoires et mis à l'épreuve les intentions des autorités coloniales. Au final, alors qu'elles furent érigées pour protéger ces territoires et ces ressources des effets de la colonisation, de l'industrie forestière et des intrusions euro-canadiennes dans la région, ce sont ces mêmes facteurs qui les auront rendues pratiquement inopérantes. Alors que c'est le retour à la terre et l'érection de colonies à proximité ou à l'intérieur de ses limites qui affecteront la réserve d'Abitibi, la réserve du Grand Lac-Victoria subira quant à elle les pressions des sportsmen et des intérêts économiques. N'ayant pas été érigée en réserve fédérale, l'intégrité de ces réserves ne pourra compter sur aucune protection de la part des affaires indiennes. Sans bail, aucune contrainte légale ne forçait les autorités provinciales à tenir leur promesse de maintenir et de protéger ces territoires. Une erreur, selon Hugh Conn, qui aurait toutefois été prise en compte lors des négociations donnant naissance aux autres réserves de Castor, notamment celles de Nottoway et de Péribonka, protégées par un bail de 25 ans.
Enfin, plus largement, l'histoire de ces deux réserves de castors dévoile également les tensions et conflits existants entre ces multiples préoccupations que forment la question autochtone, le développement économique et la conservation de la nature. La décennie des années 30 aura constitué une épreuve décisive pour la viabilité et la pérennité de ces deux réserves de castors et constitue pour cette raison un exemple éclairant pour mieux comprendre le colonialisme de peuplement au Québec. Voilà, c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On te donnera 1 minute pour prendre une gorgée d'eau et ensuite on va enchaîner avec des questions de la part du public. C'est beau, je suis prêt. C'était rapide. OK, donc si vous avez une question, un commentaire pour Jean-Philippe, n'hésitez pas à lever la main, à crier très fort, à mettre votre nom dans le chat, comme vous voulez. Je pourrais peut-être commencer, si ça ne dérange pas. Non, c'est parfait. Merci, Brian. Jean-Philippe, c'était super. J'ai hâte d'apprendre plus. J'aurais beaucoup de questions, mais en fait, la question que je me pose en première, c'est par rapport aux arrestations dont tu parles. Dans ce que j'ai vu de l'autre côté de la frontière, en Ontario, à la réserve de Kesagami, donc c'est un peu plus tard que ce dont il est question ici, c'est plus dans les années 40. Les arrestations qui sont effectuées, en tout cas on trouve trace dans les archives du département, c'est des cris. Ce n'est pas, en fait, donc on interpelle les cris d'avoir fait la trappe lorsque la trappe dans la réserve était fermée, puisqu'on était en train de tenter d'augmenter la population de castors dans la réserve. Je vois à peu près rien. Il y a quelques traces par-ci et là des braconniers euro-canadiens, mais on ne voit pas vraiment traces des procès juridiques. Alors, la question, c'est est-ce que les Algonquins se font arrêter aussi d'avoir fait la trappe hors saison ou en attendant que la population des castors s'augmente? Mais c'est intéressant, mais la question des populations de castors, à ma connaissance, ou que j'en comprends avec les archives que j'ai commencé à dépouiller pour les années 40, juste le tournant du système des lignes de trappe, en fait, parce que avant ça, il n'y a pas de travail de dénombrement comme il va se faire dans les années 40, 50 et par la suite. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les Autochtones pour, dans les années 30, en tout cas, on n'utilise pas les gardes autochtones pour dénombrer les huttes de castors, etc. Donc, on a une connaissance assez limitée de l'état des populations. La seule chose que les communautés ont le droit sur ces territoires, c'est de chasser les animaux à fourrure. Donc, ils le font probablement dans des périodes, pas toujours dans les périodes prescrites nécessairement par la loi, mais comme ce sont des gardes autochtones qui vont, ou des chasseurs ou des trappeurs qui vont dénoncer la présence d'intrus, peut-être que c'est possible aussi qu'ils ne se dénoncent pas entre eux, en fait. Fait que, à ma connaissance, je n'ai pas vu de traces pour des arrestations au niveau de la chasse puis la trappe d'animaux à fourrure. Par contre, j'ai vu du commerce de viande d'orignal, des arrestations pour du commerce de viande d'orignal, mais ça n'a pas vraiment de lien avec les réserves de castors à proprement parler. C'est plus les règlements de la chasse provinciale en général. Donc, à Abitibi puis à Grand-Lac-Victoria, en fait, on ne ferme pas la réserve à la trappe. Parce que c'est ce qu'on fait à Paribonka, par exemple, puis à Kesagami. C'est qu'en fait, on lance la réserve à cause qu'il n'y a plus de castors. Et donc, on emporte des castors d'ailleurs et puis on attend donc, on attend souvent quelques années. Donc, dans le cas de Kesagami puis Paribonka aussi, je pense que ça prend 8 ans avant que c'est en production. Qui fait en sorte qu'il y a ces 8 ans-là, si on trouve des Autochtones qui essaient de vendre des fourrures,
ils les ont forcément pris là où ils n'étaient pas censés. En tout cas, c'est ça la logique d'arrestation. Non, mais c'est un bon point. C'est vrai que c'est quand même une différence importante entre la façon dont sont administrés dans les années 40. Il n'y a pas d'effort de peuplement des réserves d'Abitibi et du Grand Lac Victoria dans les années 30. Fait qu'il n'y a pas de contrôle sur sur les populations encore. Une deuxième question de la part de Denise. Oui, moi, je voulais. Bon, je connais absolument pas ce que peut donner les sources qui existent sur toute cette question-là, mais je me demandais si c'était possible de percevoir le point de vue des Autochtones par rapport à ce qui se passe, à la manière dont le territoire est géré, puis à ces espèces de conflits entre le provincial et le fédéral. Puis mon autre question, c'était aussi, ben, pourquoi le fédéral, il ne s'en mêle pas, en fait? Pourquoi le fédéral décide de laisser aller ça? Peut-être que ça, tu en as parlé un peu, mais je ne suis pas trop sûre d'avoir compris la logique, parce que compte tenu que les affaires autochtones, ben, ça relève du fédéral, pourquoi le fédéral laisse aller ça au Québec tout à coup comme ça? Là? Ben, pour la première question, en fait, les traces que j'ai de la perspective des Autochtones sont à peu près limitées à ce que j'ai trouvé dans les affaires indiennes. Je n'ai pas systématiquement dépouillé plus largement que ça dans le cadre de ma thèse. Là. J'espère étendre un peu les recherches si je fais un postdoctorat là-dessus. Mais la perspective qu'ils en ont, en général, c'est le fait qu'ils sentent que les territoires sont pas... Ben là, je parle assez largement, là, mais ce que je vois dans les quelques sources qui apparaissent, c'est qu'ils sont déçus du fait que les territoires ne sont pas protégés comme on l'a promis, notamment quand on va les aviser du fait que le décret a été passé et qu'on a retiré 1300 km² de la réserve d'Abitibi pour y placer des colons. Ça, c'est certainement évident dans les sources. Puis, une des choses qui est quand même fascinante avec ça, c'est qu'une des façons de réagir à cette politique-là pour les Autochtones, c'est de vider les territoires de Castor. En fait, leur rationalité dans tout ça, c'est de dire, ben, si nous, on ne peut pas avoir accès au territoire et au Castor, on va s'organiser pour que les colons qui vont arriver, ils n'auront pas de... Il n'y en aura pas plus, oui. Le territoire va être vide. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que la loi, dans le fond, c'est que la réserve de Castor est un peu comme une juridiction liée aux lois de la chasse et de la pêche. Ouais. Ce n'est pas une juridiction qui est liée au territoire. Donc, comme le territoire appartient à la province et les lois de la chasse et de la pêche sont régies par la province, les affaires indiennes, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'encourager la province et d'encourager la GRC à développer des mécanismes pour assurer une surveillance. Sauf que la GRC, par exemple, c'est des détails techniques, là, mais mettons, pour qu'un agent de la GRC puisse arrêter un braconnier pour des lois provinciales, il doit être nommé comme un garde-chasse par le service provincial de chasse et de pêche. La même chose pour un garde autochtone. Puis Québec va refuser d'accorder ce droit-là aux agents de la GRC quand ils agissent à l'extérieur des territoires des réserves de Castor. Fait que les quelques arrestations qui sont faites, c'est pour ça que je disais que les étapes rendent ça compliqué puis font qu'il n'y aura pas eu beaucoup d'arrestations, c'est que les gardes sont avisés par des trappeurs autochtones de la présence d'intrus. Ils vont aviser la GRC parce que c'est ça leur responsabilité, en fait, c'est d'agir comme intermédiaire entre les chasseurs et la GRC. La GRC doit demander aux affaires indiennes de solliciter le service provincial pour pouvoir avoir une équipe de garde-chasse puis de l'équipement, pour ensuite de ça, organiser une patrouille et aller se rendre sur le territoire. Ce qui fait en sorte que, par exemple, on est avisé en octobre ou en novembre de la présence d'Adélard Dontigny, puis le mandat d'arrestation a été mis en février 1933, fait que l'année d'après. Donc, c'est ça la complexité de la chose. Jusqu'en 1937, parce qu'en 1937, on va intégrer un règlement dans le Code provincial de la chasse et de la pêche qui fait en sorte que les gens n'ont pas le droit de chasser sur ces territoires réservés-là aux Autochtones. Et là, ça devient une clause des lois de la chasse et de la pêche, donc on peut les arrêter pour cette raison-là. Encore là, ça prend les agents de la faune provinciale pour le faire. Ouais. C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi. Ben, je pense que c'est le cas de la question de la chasse et de la pêche des Autochtones au Québec. C'est une des questions compliquées, justement. Et est-ce que les Autochtones essaient de faire jouer le fédéral contre le provincial? Est-ce que ça non plus, on ne le sait pas, finalement, s'il y a comme des stratégies de la part des Autochtones pour
essayer de, je sais pas trop, de jouer un niveau de gouvernement contre l'autre, de façon à eux à se faufiler entre les deux, finalement. Mais c'est dur à dire, hein, parce que la Ouais. perspective des Autochtones, je l'ai à travers le fédéral. Donc, ça veut dire que le fédéral, les sources que j'ai, c'est parce qu'ils se sont tournés vers le fédéral. Ouais, d'accord. Ok. Mais ils peuvent s'être tournés ailleurs. Mais moi, ce que j'en comprends, c'est que les Autochtones vont se tourner vers les intermédiaires qui ont et qui connaissent. Les affaires indiennes sont certainement un intermédiaire qu'on pétitionne énormément. Là. Je pense qu'il y a d'autres personnes plus spécialisées que moi là-dedans, là, mais c'est une pratique régulière, comme la question de faire intervenir les Oblats ou les agents de la Compagnie de la baie du Son. Eux vont faire porter leurs questions aux autorités provinciales. Question de Magda. Oui, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'était super. J'ai été frappée par la belle photo que tu nous as montrée du groupe des colons à la gare d'Ottawa qui partent pour Rivière-Solitaire. Et à moins que je me trompe, je n'ai pas vu de colonnes dans ce grand groupe de colons. C'était tous des hommes. Et ça m'amène donc à te poser la question du genre, en fait, de l'importance des rapports de force liés au genre. Et je me permets de te poser la question parce que j'ai eu la chance de lire les autres chapitres de ta thèse, puis je sais que c'est un angle d'analyse qui t'intéresse, mais dans ce que tu nous as raconté ce soir, ça ne semble pas être une catégorie d'analyse privilégiée. Alors, je te poserai la question, est-ce que l'épisode que tu nous as, est-ce que l'histoire que tu nous as racontée ce soir nous aide à comprendre les rapports de force liés au genre, ou est-ce que le genre pourrait nous aider à comprendre ce que tu nous as raconté autrement? Question très vaste, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, je sais pas si je sais pas trop si j'ai une réponse à cette question. Faut dire d'abord que la raison pour laquelle ce sont tous des hommes sur la photo, c'est que il y a des étapes dans la migration vers les colonies, puis les étapes étant que les hommes se rendent en premier, défrichent la terre en groupe, puis une fois que les établissements sont assez avancés, on fait venir les familles. C'est la raison pour laquelle il y a juste des hommes sur ces photos-là. Au niveau de la chasse et de la pêche, il y a toute une historiographie quand même qui est liée à la question de la masculinité et des pratiques de chasse au début du 20e siècle. J'avoue que je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, mais dans les sources que j'ai et dans les sources que j'ai des affaires indiennes, mais aussi dans mes recherches que j'ai faites plus sur les colonies, les exemples que j'ai d'activités de braconnage par des femmes sont assez rares. Par contre, on a quelques témoignages du fait qu'elles participent aussi à la chasse et à la pêche pour des fins d'économie domestique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'elles réussissent à contribuer d'une façon ou d'une autre à amener des fois surtout du petit gibier, en fait. Au niveau de la trappe, ça a l'air d'être une pratique qui est plus pratiquée par les pères et les fils. Mais encore là, c'est aussi vraiment difficile. En tout cas, il n'y a certainement pas de cas de femmes judiciarisées dans les archives judiciaires des districts de Rouyn-Noranda, Abitibi et du Témiscamingue durant les années 30. Ça, c'est peut-être la seule réponse que je peux donner par rapport à ça. Puis au niveau des Autochtones, bien, c'est vrai que la voix des femmes autochtones dans ces archives-là est très absente. Est-ce que c'est parce que les chasseurs sont surtout les pères et les fils, donc on s'attend à ce que ce soit eux qui fassent porter ces questions-là auprès des affaires indiennes? J'ai pas beaucoup de réponses. Puis tu sais, c'est aussi comme toute l'organisation familiale autochtone, tout ça, je suis pas particulièrement non plus assez outillé pour pouvoir répondre, c'est ça, de façon satisfaisante à la question. Brian Young. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, Jean-Philippe. J'ai appris énormément de choses et dans une certaine façon, Magda a un petit peu volé ma question. C'était sur les sources et en termes généraux, les sources visuelles que vous avez pour illustrer les colons et surtout les autochtones. Parce que on a vu
3 images. La première était de M. Khan qui a attaqué les braconneurs, le braconnage. Et c'était dans une publication de la Hudson's Bay Company, dans la revue Le Beaver. Et j'imagine que la compagnie avait tout intérêt de montrer, de protéger justement leur territoire de fourrure. Le deuxième était un chasseur avec son orignal. Et ça, c'est une photo de la compagnie Canadian National qui était très, très impliquée dans le tourisme, justement la chasse, dans le Mauricie et ailleurs. Et le troisième, comme Magda a dit, c'était un groupe d'hommes devant la gare d'Ottawa. Et j'ai compté 17 hommes dans cette photo qui portaient une cravate. Et ces 17 hommes partaient comme colons, si j'ai bien compris. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire un mot sur vos sources visuelles et comment dans votre thèse, les sources de ces sources, c'est-à-dire les compagnies et évidemment les deux gouvernements qui ont des intérêts. Et une question supplémentaire, c'est vous avez présenté votre projet comme une sorte de bipolaire entre la colonisation et les intérêts des Autochtones. Je me demande si les intérêts des chasseurs américains, de toute la politique du gouvernement Taschereau et surtout de Duplessis pour attirer les touristes américains, la chasse. Est-ce que ça, c'est pas un facteur? Vous avez parlé brièvement de sportsmen. Est-ce que ça, c'est pas un facteur politique qui est entré sur cette situation bipolaire, autochtone, colonisation dont vous avez très bien décrit? Voilà. Mais je vais commencer par la deuxième question, puis je reviendrai aux sources par la suite. En fait, c'est une très belle question. Beaucoup de parallèles à faire aussi avec l'actualité. L'automne dernier, je ne sais pas si vous avez vu, on en a entendu parler un peu partout, la question du Conseil tribal Anishinaabe qui a essayé d'arrêter la présence de chasseurs pour exiger un moratoire du gouvernement provincial sur la chasse à l'orignal. C'est fascinant parce que dans les discours qu'utilisaient les chasseurs pour parler de leur accès à leur territoire, on mentionnait énormément la question des revenus régionaux qu'apportaient l'importation de capital qu'apportaient ces activités de chasse et de pêche-là dans la région. Le fait qu'on engageait des Autochtones comme guides de chasse, une liste de raisons économiques, en fait, pour justifier le fait qu'on devrait garder ces territoires-là ouverts aux chasseurs sportifs. Puis c'est fascinant parce que dans les archives des affaires indiennes des années 30, on a des lettres de chasseurs sportifs qui écrivent pour se plaindre du fait qu'ils ont été chassés à l'extérieur de la réserve du Grand Lac Victoria, par exemple. Ce qui fait en sorte qu'on voit très bien qu'il y a toute une sorte c'est pas de moi l'expression, mais une hiérarchisation des usagers de la nature, où les chasseurs sportifs, en tout cas du point de vue du gibier, du gros gibier, sont très certainement en haut de l'échelle et sont très certainement une priorité des gouvernements de l'époque pour justifier justement toutes ces politiques de colonisation ou de développement de réserves ou de mise en réserve de territoire. Puis le problème avec la réserve de Crassor du Grand Lac Victoria, puis je n'ai pas pu l'aborder fait que ça me permet de l'aborder, c'est que vous avez sûrement remarqué qu'on parle toujours d'animaux à fourrure quand on parle de la protection qui est offerte de ces territoires-là, qui est offerte aux Autochtones, c'est seulement pour les animaux à fourrure. Ce qui fait en sorte que ça pose la question de est-ce que les chasseurs sportifs ont le droit d'aller sur les réserves si ce n'est pas des animaux à fourrure qui viennent prélever? Ça, cette question-là va créer une panoplie de débats entre le début des années 30 jusqu'en 1936, où là, les affaires indiennes, le Québec va trancher, va dire le gros gibier, ce n'est pas un animal à fourrure.
Donc, les chasseurs sportifs ont le droit de venir chasser sur la réserve. Il faut dire qu'à partir de 1935, on commençait à construire la route Mont-Laurier-Sainte-Terre, qui allait fragmenter en deux le territoire, puis qui allait aussi créer des lieux d'intrusion vraiment plus faciles pour les braconniers. Puis il n'y a rien qui empêche non plus un chasseur sportif de venir sur le territoire pour chasser l'orignal, puis de prélever d'autres espèces. Ce qui va faire en sorte que dans presque l'entièreté de la décennie, alors que cette question-là est comme marginale, ça va quand même affecter profondément la capacité de surveiller ces territoires-là et l'efficacité de la politique de protection de la réserve du Grand Lac Victoria. Donc, c'est vraiment pas anodin, les chasseurs sportifs, c'est vraiment central dans cette histoire-là. Moins dans le cas de l'Abitibi, mais quand même un peu aussi, parce que les Autochtones se plaignent du fait qu'il y a beaucoup de chasseurs sportifs. Aussi, ce qu'on ne pense pas nécessairement à ça, mais la prospection minière est tellement importante dans les années 20 puis 30 au Québec que les prospecteurs sont des grands chasseurs de gibier parce que c'est comme ça qu'ils se nourrissent quand ils sont sur le terrain pendant plusieurs mois. Et c'est aussi, selon les Autochtones, ils gaspillent énormément de viande. Parce qu'étant donné qu'ils tuent juste pour manger à ce moment-là, un orignal, c'est des centaines de livres de viande, donc ils ne peuvent pas tout garder, donc ils gaspillent. Puis là, les Autochtones écrivent aux Affaires indiennes pour se plaindre de ça. Donc, longue réponse pour la question des chasseurs sportifs. J'espère que j'y réponds. Pour la question des sources, sources visuelles, j'en ai pas tant que ça, mais j'ai beaucoup utilisé les rapports, pas les rapports, mais les cartes dans là, ça, c'est un de mes chapitres sur les conflits sur les réserves de castors, mais j'ai aussi un chapitre sur la question de la colonisation de la réserve de Témiscamingue, qui, elle, est une réserve fédérale au nord du lac Témiscamingue. Puis, ces cartes-là m'ont beaucoup aidé. C'est des cartes des terres et forêts du Québec ou des mines qui m'ont beaucoup aidé à voir l'évolution des colonies à l'intérieur des réserves. En fait, on voit très bien qu'il y a des tracés de routes qui apparaissent alors qu'il n'y a pas eu de cession officielle. Tous ces détails-là font en sorte qu'on peut comprendre que les pressions qui sont faites par les colonies vont au-delà de juste dire que les colons sont près des territoires. Ils sont à l'intérieur aussi. Sinon, les autres sources visuelles, je ne les ai pas beaucoup analysées. Mais pour ce qui est de la compagnie de la baie d'Hudson, j'ai dépouillé les fonds des postes de traite que la compagnie de la baie d'Hudson a dans les environs qui m'intéressaient. Donc, ils ont un poste à La Sarre, à Sainte-Terre, à Grand Lac Victoria, qui est aujourd'hui Chisakik, puis Lac-Boréal. Donc, à ces 4 postes-là, les Autochtones, la compagnie de la baie d'Hudson, puis c'est ça, les trafiquants de fourrure euro-canadiens viennent échanger leur fourrure et donc on a comme toute une conception de l'économie locale, comment des colons, par exemple, qui vont être arrêtés sur la réserve d'Abitibi, 1 an avant, venaient échanger leur peau au poste de La Sarre. Donc, on sait, par exemple, à travers ça que il y a des bonnes chances que l'année d'avant, ils braconnaient aussi sur la réserve s'ils ont eu on ne peut pas nécessairement assurer absolument que c'est là où ils ont pris leur fourrure, mais comme ils trafiquent année après année, puis qu'on sait qu'ils ont des camps établis sur la réserve d'Abitibi, on se doute que ça fait plusieurs années qu'ils braconnent dans ces territoires-là. Mais c'est ça. Sinon, c'est la compagnie de la baie d'Hudson, les archives du ministère de la colonisation, on n'a pas tant que ça, là, du Québec, les Affaires indiennes, puis tous les fonds dédiés à la question du retour à la terre aux archives fédérales du ministère du Travail. Ça, c'est les grands fonds de ma collection. Merci beaucoup. Catherine. Oui, donc c'est un sujet que je ne connais vraiment pas très bien, mais tu as mentionné un oblat qui va avec, si je me souviens bien, un groupe d'Algonquins à Québec. Et je me demande donc, c'est quoi le rôle joué par le clergé dans cette histoire-là, s'il y en a un? Puis est-ce que même c'est un rôle double, c'est-à-dire il y a les prêtres colonisateurs qui sont, j'imagine, du côté des colons, est-ce qu'ils jouent un rôle? Puis il y a les oblats qui sont missionnaires, qui sont donc plus proches peut-être des communautés autochtones. Je ne sais pas s'il n'y a pas du tout de rôle dans l'histoire. Non, mais c'est très bien résumé. En fait, c'est ça, les Oblats ont comme une relation assez historique à partir de la seconde moitié du 19e siècle avec les communautés de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, eux, en général, ils ont une position relativement infantilisante des Autochtones, mais en défense des Autochtones. Fait qu'ils vont souvent faire la promotion justement d'avoir accès à des réserves. Je ne l'ai pas abordé, cette question-là, mais dans les années 20, la solution privilégiée par les communautés
les affaires indiennes et les Oblats, c'est d'avoir des réserves autochtones qui seraient créées en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'il y en a seulement une, c'est celle de Témiscamingue qui date du milieu du 19e siècle. Mais comme la province a toute une série de lois complexes au niveau de la question des territoires autochtones, qui est assez peu chaude à l'idée de céder des terres, cette question-là devient pratiquement impossible à régler comme de cette façon-là. C'est là qu'on va privilégier les réserves de castors. Donc, les Oblats vont pousser pour la création de réserves, vont pousser pour la criminalisation justement des intrus et du braconnage une fois que les réserves vont être créées, les réserves de castors vont être créées. Ils vont aussi pousser pour plein d'autres questions, là, les soins de santé, toutes ces affaires. Sauf que ça reste que justement, il y a comme un discours très paternaliste vis-à-vis des Autochtones, qui ça, je pense qu'on peut retrouver à travers le 19e et le 20e siècle. Pour ce qui est des missionnaires colonisateurs de l'appareil, ce qu'on appelle l'appareil colonisateur québécois, mais là, c'est tout un autre volet, ce qui est super intéressant, puis des questions que j'ai découvertes comme très récemment, mais que j'aurais probablement pas intégré dans ma thèse, c'est qu'il y a justement sur le cas de la réserve de Témiscamingue, un des missionnaires colonisateurs, globalement, dans le fond, les réserves, les territoires de colonisation sont séparés par missionnaires colonisateurs qu'on appelle officiels. Eux sont payés par le gouvernement, mais c'est des représentants du clergé. Jusqu'en 1936, à partir de 1936, on abolit ce titre-là. Tout le Québec, les territoires de colonisation sont attribués à un missionnaire colonisateur. Bien, celui pour le Témiscamingue, il va être un des plus grands propagandistes pour le fait que, pour la cession d'une partie de la réserve de Témiscamingue, pour qu'on puisse placer des colons du retour à la terre. Donc, on pourrait dire qu'il est à l'opposé des pratiques des Oblats au même moment. Mais c'est intéressant parce qu'en général, ce n'est pas les sources parce que moi, dans le fond, j'ai dépouillé, c'est vrai que je n'ai pas dit ce fonds-là, mais j'ai dépouillé à peu près tous les gros fonds d'archives des sociétés de colonisation du Québec et des missionnaires colonisateurs dont on avait les archives. Et il y a pratiquement, je pourrais peut-être même dire, aucune trace du mot indien, sauvage, autochtone, bien, autochtone évidemment, ou de nom de nation autochtone. Ce qui est fascinant quand on sait, par exemple, qu'ils ont des contacts avec eux, ils vont faire des pressions pour avoir accès à des terres autochtones et que leurs collègues Oblats travaillent constamment avec eux autres. Merci. Question de Max. Je pense que c'est Max, c'est pas Michael. Oui, c'est moi. Merci. Bonjour. Merci, Jean-Philippe. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. C'était vraiment intéressant et j'ai appris beaucoup. J'ai plusieurs questions, mais je vais peut-être vous donner une question plus sensitive ou je ne sais pas si vous avez considéré ça, mais est-ce que vous avez pensé de faire une intervention ici sur la question de la métissage, la question de la politisation de l'identité et la chasse ici en Québec, parce que c'est assez compliqué, je sais, mais je voulais savoir vos pensées sur cette question, le développement d'une identité métisse ou poilée dans son environnement. Vos pensées sur ça? Je suis désolé, mais je ne pense pas que je vais être capable de répondre vraiment à la question. Là, à part pour la façon dont on s'assure du respect de la question des réserves de castors, c'est la seule chose que je pourrais peut-être penser, c'est qu'à l'époque, j'ai déjà vu dans les traces des personnes arrêtées le fait qu'on se questionne sur le fait qu'on n'aura pas le droit d'avoir accès à ces territoires-là, alors qu'il y a des Autochtones qui ont le droit d'y avoir accès. Puis la seule façon que les Autochtones peuvent... ça, c'est pas clair, là, parce que dans le fond, on dit que la seule façon qu'ils peuvent pouvoir utiliser ce territoire-là, c'est de demander officiellement aux Affaires indiennes de leur soumettre des cartes en tant que leurs cartes d'Indiens. Mais il y a des communautés qui viennent de territoires qui sont éloignés, quand même assez éloignés des réserves de castors, dont en Ontario, sur le côté de la rivière des Outaouais, du côté ontarien, et du côté de l'Outaouais, genre dans le coin de Couillon, où on sait qu'il y a probablement des populations Anishinaabe à cette époque-là, là-bas aussi.
mais leurs cartes d'indices ne seront pas reconnues. Fait qu'on sait que, et en fait, on ne va pas leur émettre des cartes d'indices. Donc, on sait qu'il y a probablement des gens qui essayent d'avoir accès à ce droit-là sur le territoire, mais j'ai vraiment pas creusé cette question-là, puis encore moins les tensions contemporaines autour de la question. Je suis désolé. Question de Isabelle. Bonjour, Jean-Philippe. J'allais t'appeler JP. Bonjour JP, on va y aller comme ça. C'était vraiment intéressant. J'ai trouvé, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Là. Je connais moins le début, entre moi en détail, le début du 20e siècle. Je trouvais très intéressant cette question du statut légal des réserves de castors versus réserve, donc tous ces enjeux-là, les rapports entre le provincial, le fédéral. Donc, tu as répondu, tu as amené d'autres éléments de réponse dans tes réponses aux questions. Mais je me demandais, donc, tu as parlé donc, de cette volonté de ne pas donc, céder des terres, notamment, qui impliquerait donc, cette absence de réponse à certaines pressions. Tu parlais donc pour que ce soit des vraies réserves selon le sens fédéral. Tu nous as parlé dans ta présentation aussi de ce que ton projet présentement apportait sur la compréhension du settler colonialisme, donc le colonialisme de peuplement. Mais je me demandais à travers tout ça, qu'est-ce que cette recherche-là sur que tu nous as présenté, en tout cas la portion, t'indiquait plus largement sur le rôle que le Québec se donne ou ne se donne pas par rapport aux Premières Nations au début du 20e siècle, par rapport au fédéral. Est-ce qu'ils considèrent avoir un rôle ou ne considèrent pas? Comment ils se perçoivent en différence au fédéral? Je ne sais pas si c'était clair. Mais, je vais répondre à cette question-là un peu plus largement parce que, tu sais, avec les recherches pour Memoria, on fait des fois des projets sur d'autres questions, là, mettons, première moitié du 20e. Là, fait que je pourrais essayer de voir un peu les liens avec la présentation que je viens de faire, mais je pense qu'il y a une volonté, tu sais, quand tantôt je donnais l'extrait de Charles Frémont, qui est le surintendant, à l'époque, il était le surintendant des chasses et des pêcheries, là, qui dit on a fait une faveur aux Autochtones, on leur a fait une réserve de castors. Bon, évidemment, pour la province, ce n'était pas un grand engagement dans la mesure où on délimitait un terrain, on enlevait aux chasseurs euro-canadiens le droit d'aller sur ces terrains-là. Mais en même temps, on était soucieux de la conservation de la ressource, fait que ça nous assurait qu'il y a une certaine protection. Fait que c'était quand même donnant, je sais pas, c'est difficile de faire le calcul comme ça, là, mais on pourrait dire que c'était quand même donnant pour la province et les Autochtones. Mais au niveau de... là, je vais rester sur la question, mettons, des ressources naturelles, parce que j'ai travaillé un peu sur la forêt aussi. C'est une préoccupation fédérale. Donc, les Autochtones, c'est un enjeu qui relève d'Ottawa et Québec a à peu près aucun intérêt à savoir ce que les communautés pensent directement, autrement que les liens qu'elle a avec les affaires indiennes ou avec les représentants des Autochtones, que ce soit les Oblats ou la CBH. C'est-à-dire que moi, j'ai cette impression-là que, OK, on peut accorder des droits, par exemple, pour chasser sur des territoires, mais certainement qu'on ne va pas faire plus pour les communautés. Un exemple, en 1922, la province va adopter une loi qui est basée sur l'affaire Star-Chrome. Je ne sais pas si les gens sont un peu familiers avec ça, mais c'est ce jugement de la Cour suprême entourant une exploitation minière à Sainte-Catherine, je crois, qui donne à la province, qui redonne aux provinces où il y a eu la cession des terres pour créer des réserves avant la Constitution canadienne, l'acte de l'Amérique du Nord, je veux dire, qui donne à la province un pouvoir sur ces territoires-là si jamais elles étaient cédées par les communautés. Donc, le cas de la réserve d'Abitibi, la réserve de Témiscamingue, c'est un très bon exemple. À partir du début des années 20, il y a des pressions pour qu'on puisse céder une partie du territoire. Fait que la province, elle, dans la lignée de ces pressions-là, fait adopter la loi de 1922, basée sur le jugement, qui lui donne le droit d'avoir une prérogative sur le territoire si jamais il était cédé. Donc, pour les Autochtones, si jamais ils acceptaient de céder sous la pression de
des colons aux alentours, puis procédaient à la cession des terres. Ces terres-là ne passaient pas au fédéral, ils passaient au provincial. Ça veut dire que directement, les Autochtones, ils pourraient ne pas retirer l'argent sur les terres qui sont cédées. C'est-à-dire que pour les Autochtones, ça devient plus possible de céder des terres. C'est un petit peu compliqué là, à expliquer, là, mais tout ça pour dire que, dans le fond, au lieu que ce soit le fédéral qui devient propriétaire des terres, si jamais les Autochtones les cèdent, ça s'en va directement à la province. Parallèlement à ça, la province, elle, fait adopter une loi qui va mettre de côté quelques milliers d'acres de terre pour justement créer des réserves. Mais dans une des clauses, en petit, ça dit que si jamais le territoire est d'abord attribué à une licence de coupe forestière, le Québec va prioriser la licence de coupe avant la possibilité d'avoir un terrain. Donc, elle va demander au propriétaire de la licence de coupe, est-ce que tu veux céder ton territoire sous licence de coupe pour en faire une réserve autochtone? Donc, il n'y a aucun industriel forestier qui va accepter de faire ça. Ce qui veut dire que les premières réserves qui vont être créées avec cette bande de terre-là, ça ne sera pas avant les années 50, quand il va y avoir une modification de la loi. Fait que, de petites clauses comme ça, des lois comme ça ne me donne pas l'impression qu'il y a un souci pour la question autochtone. Puis pendant les années 30, toutes les politiques d'assistance au chômage, au retour à la terre ne sont pas offertes aux Autochtones. Ça, c'est un enjeu qui relève du fédéral, donc on ne les assistera pas. La même chose avec les Inuits au nord du Québec. C'est-à-dire qu'on s'organise pour que ce soit les affaires indiennes qui vont prendre en charge ces questions-là pendant la crise aussi. C'est ça, je ne sais pas. C'est un peu large comme réponse, mais j'espère que ça... La question était large, donc merci. Brian va pouvoir nous éclairer là-dessus. Oui, justement, allez-y. Vas-y, Brian. Bon, c'est ça. En fait, c'est par rapport justement à la crise. Parce que ce que je trouve frappant, en fait, lorsqu'on regarde la politique des affaires indiennes pendant les années 30, c'est qu'on dit toujours, en fait, on peut donner moins d'assistance sociale aux Autochtones parce qu'ils peuvent faire la chasse. Ils peuvent aller cueillir, ils peuvent pêcher. Alors, ils n'en ont pas besoin autant d'assistance que des populations urbaines, par exemple, qui ne peuvent pas, ils n'ont pas accès au territoire. Et tu es en train de parler aussi du retour à la terre, qui est aussi un gros c'est un projet d'assistance aussi. Et pile là-dedans, on retrouve des chasseurs sportifs, des élites, les gens qui arrivent sur le territoire pour chasser, pas parce qu'ils en ont besoin pour survivre. Alors, c'est quoi la dynamique là? Est-ce que tu pourrais juste expliquer un peu autour de ça? Parce qu'il me semble qu'il y a tellement de cloches qui sonnent de tous bords lorsqu'on parle de... On a des banquiers new-yorkais qui arrivent en Abitibi pour faire la chasse d'orignal, tandis que toutes les autres personnes autour, ils ont des vies très dures. Donc, bref, j'aimerais entendre tes idées là-dessus. Oui, bien, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que je n'ai pas plongé beaucoup dans la question des sportsmen en particulier parce que ça allait un petit peu loin là, de l'idée de ma thèse là, qui était quand même... Il fallait quand même que je tourne un peu autour des politiques de lutte contre le chômage. Là. Sinon, elle aurait fait 900 pages, puis Magda n'aurait pas aimé ça. Mais cette idée de protéger les intérêts des sportsmen est très présente durant la décennie. Dans le Témiscouata, par exemple, on va créer une réserve de chasse pour eux autres en stipulant dans le texte de loi que le front de colonisation a vraiment affecté la question du gibier sportif, donc le chevreuil. Donc, ça serait bien de créer une réserve pour pouvoir s'assurer que les colons ne pourront pas aller chasser sur ces territoires-là. Donc, il y a cette côté-là de privatisation dans le nord du Québec aussi, dans le nord-ouest du Québec. Il y a des réserves de chasse qui sont ouvertes, qui sont créées, des réserves de chasse pour les sportsmen, des clubs qui sont ouverts tout autour des réserves de castors, en fait, ce qui participe à la privatisation de ce territoire-là. Fait que tu as ça d'un côté. Puis de l'autre côté, tu as des communautés qui, en ce moment, puis là, ça, c'est sûr que c'est sensible comme sujet, mais moi, je considère que
qui chassent pas mal que les colons chassent pas mal par subsistance. Là, à cette époque-là, c'est vraiment, comme les statistiques au niveau de ce qu'ils gagnent par mois, là, c'est déplorable. La capacité de s'autosuffire sur une terre, c'est à peu près nul. Les régions où est-ce qu'ils sont, c'est de l'abondance au niveau du gibier dans les environs. Fait que c'est sûr que pour eux, c'est une source de revenus et ou d'alimentation. Mais ça, cette question-là de source de revenus, ça, c'est une pratique qu'on cherche à éliminer, en fait, avec les politiques de la chasse. En gros, c'est la marchandisation de la viande ou des fourrures. Même les fourrures, dans les années 30, il y a certains interdits quand même sur la revente. Donc, tu as ces témoignages-là, puis j'ai même des archives d'Autochtones qui écrivent au gouvernement fédéral qui disent « Écoutez, on est en dehors des zones permises par la loi provinciale, mais là, on n'a plus rien à manger. On peut-tu aller tuer un orignal? Puis on en donnerait à notre famille, peu importe. » Puis d'un autre côté, à l'automne suivant, tu as un témoignage du garde-chasse René Lévesque, là, que j'ai nommé à 2 reprises, qui arrive au poste de chasse de Sainte-Terre, puis il se vante d'avoir réussi à faire chasser 13 orignaux par 13 chasseurs sportifs. Fait que tu as toute une inégalité au niveau de cet accès-là à la nature qui est vraiment exacerbé par les conditions économiques des gens. En fait, les gens en ont besoin, mais ils n'ont pas accès parce que les territoires sont privatisés, parce que les lois font en sorte qu'ils ne peuvent pas le faire dans les périodes qu'ils ont besoin. Puis au même moment, ben, c'est sûr que les chasseurs sportifs, ils respectent les lois, mais ils prélèvent des quantités de gibier qui pourraient alimenter plusieurs familles. C'est pas mal ça que je pourrais répondre à ta question. Je vais poser une question ou je vais essayer de formuler une question sur l'insertion historiographique de ton projet. Au niveau de la conservation, je ne suis pas expert, mais j'ai lu l'article de Tina Liu l'autre jour, Making a Modern Wilderness. Et cet article est intéressant parce qu'elle nous présente un récit de longue durée basé sur une prise de contrôle de l'État, des experts et surtout des marchés sur la nature, ce qui est la modernisation de la nature. Mais là, dans ce que tu viens de présenter, je vois que ces récits, ce n'est pas si simple. On voit des pratiques de subsistance qui réapparaissent pendant un moment de crise et peut-être son récit basé sur la marchandisation, l'imposition d'une expertise scientifique au dépit du savoir local. Ce n'est pas toute l'histoire. Donc, je me demandais comment tu articules ton étude avec l'interprétation de Liu. Mais c'est ça. Au Québec, c'est une interprétation assez répandue aussi dans l'historiographie que les pratiques de subsistance sont pas mal tolérées. Au 19e siècle, Ingram l'a pas mal montré, les communautés religieuses, en fait, les grands acteurs des mouvements de colonisation à partir de la deuxième moitié du 19e siècle poussent pour que ces droits-là soient conservés parce qu'ils savent que les colons qui arrivent sur des nouvelles terres, ils sont dépendants des ressources à proximité. Puis, Stéphane Castonguay, il n'y a pas énormément d'études sur la chasse et la pêche au Québec qui en ont fait il y a celle de Paul-Louis Martin, il y a celle de Gaston Côté sur la chasse sportive plus particulièrement. Puis Stéphane Castonguay qui a écrit un livre en 2017, je crois, sur la question des ressources naturelles. Lui, il reprend cette thèse-là en général de l'idée que les pratiques de subsistance sont relativement tolérées. Et encore plus durant la crise, parce qu'il y a une énorme recrudescence du braconnage. Puis ça, je l'aborde dans ma thèse. Les archives du service de chasse et de pêche sont débordées. Il faut qu'ils embauchent des gardes. Il faut qu'ils se mettent à patrouiller la nuit parce qu'il y a des gens qui chassent avec des lampes dans le nord de Montréal. Fait que c'est ça. Fait que les gens ils se tournent vers la forêt en fait pour aller puiser les ressources qu'ils ont besoin pour continuer à survivre à l'épisode de crise. Mais d'un autre côté, il y a aussi de la judiciarisation. Puis ça, dans les archives judiciaires de l'Abitibi, puis c'est peut-être un peu un reproche que je ferais à cette historiographie-là, en tout cas québécoise, c'est qu'il y en a très peu qui ont travaillé dans les archives judiciaires, en fait. C'est qu'ils ont beaucoup utilisé les sources publiées officiellement, celles des journaux ou des choses comme ça. Mais les archives judiciaires révèlent quand même des cas d'arrestation. Puis il n'y en a pas 1 million, là, mais il y en a quand même quelques-unes. Juste dans le district d'Abitibi, je pense que j'en avais relevé une trentaine
dans les 10 ans. C'est sûr que c'est pas beaucoup, étant donné l'étendue du territoire, tout ça, mais on voit qu'il y a quand même des pratiques. Mais en même temps, cette question-là de judiciarisation non plus n'est pas unidirectionnelle. Par exemple, il y a des colons qui sont arrêtés, on reconnaît le fait qu'ils sont pauvres, mais au lieu de les criminaliser, on va leur enlever leur arme à feu puis on va les empêcher de chasser pendant 2 ans. Puis on va leur donner la viande qu'ils ont chassée à des familles. C'est-à-dire qu'on reconnaît quand même que cette nécessité-là, l'acte était par nécessité, en fait. Fait que je suis assez d'accord avec Tina Lou en général, cette question-là des rapports des savoirs locaux au pouvoir public, tout ça, mais c'est ça, ce qu'on voit, c'est quand le discours officiel, les lois, puis la mise en application sur le territoire, il y a comme un paquet de petites nuances qui font en sorte que, effectivement, peut-être que globalement, le récit tient encore la route, mais à proximité, on voit des petites nuances quand même importantes à soulever. Merci. D'autres questions pour Jean-Philippe? Est-ce qu'on l'a assez grillé pour ce soir? OK. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci tout le monde.